bienvenue pour une nouvelle émission de Semence Mag. Alors aujourd'hui, nous allons parler du chou. Faire chou blanc, ménager la chèvre et le chou, être chou. Le chou fait partie de l'imaginaire collectif. Mais aujourd'hui, nous allons voir quelle est la place du chou et son importance dans nos assiettes. Avec nos trois invités aujourd'hui. Véronique Trémela, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice d'une entreprise qui crée en permanence de nouvelles variétés de choux et vous créez ces variétés de choux. C'est exact. Brigitte Danchin, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en nutrition et vous allez nous parler justement de l'intérêt nutritionnel de toutes ces variétés de choux. De tout le bien que le chou va nous apporter. David Martin, bonjour. Bonjour. Bonjour mesdames. Vous êtes. Oui, j'ai un petit chat dans la gorge, mais tout va bien. Vous êtes chef du restaurant La Traboule à Paris. J'essaye. Alors justement, vous allez nous démarrer des recettes à base de brocoli, c'est bien ça? Voilà, exactement. Donc le brocoli, vous connaissez tous, c'est un peu l'angoisse des mamans, des parents avec les enfants. Oui. Voilà, donc je vais essayer en tout cas de vous montrer ce que l'on peut faire avec un brocoli en l'utilisant intégralement. C'est-à-dire à la fois la tige et en même temps la tête. On va voir ça. Très bien. Je vous laisse commencer votre recette. Brigitte Danchin, pouvez-vous nous expliquer aujourd'hui, d'un point de vue nutritionnel, quel est l'intérêt de consommer du chou? Le chou, c'est le rêve pour les nutritionnistes. C'est très peu calorique. C'est à peu près 20 calories. Il est à peine battu que par la salade, 15 calories. Il est fait à 90% d'eau. Et tout le reste, ce ne sont que des bonnes choses. Des vitamines A, B, de la C. Il a une bonne contenance en vitamine C. Également de la vitamine C dans le brocoli. Absolument. Et le chou. Des minéraux, des oligo-éléments, donc du fer, du magnésium, du calcium. Enfin, il y a tout dans le chou. Tout est fait pour que le corps soit heureux quand il reçoit du chou. Alors justement, on lui donne également des vertus anticancéreuses. Qu'en est-il exactement? Alors effectivement, toutes les vitamines qu'on a décrites sont antioxydantes. Et l'antioxydant, c'est l'anticancer. Ça, c'est la théorie. C'est souvent chez les animaux. Donc en pratique, il faut être humble et ne pas dire que le chou va être le traitement anti-cancer et la panacée. Et il y a aussi, en plus des antioxydants, des produits qu'on appelle indoles et qui, eux, sont spécifiquement faits pour lutter contre le cancer. Mais encore une fois, il faut avoir beaucoup de recul, être très humble par rapport aux résultats. Par rapport aux résultats. Alors, Véronique Trémela, pouvez-vous nous expliquer depuis quand cultive-t-on du chou en France ? Alors, depuis très très longtemps, parce que le chou est un légume qui est originaire d'Europe de l'Ouest. On trouve encore l'ancêtre du chou sur nos côtes occidentales, du Portugal au Danemark. Et donc, ce sont les Celtes qui, lorsqu'ils se sont sédentarisés avant Jésus-Christ, ont domestiqué le chou. Donc, c'est très ancien. Ensuite, on en parle pendant l'Antiquité et on a la soupe au chou en tête lorsqu'on pense aux paysans du Moyen-Âge. Donc, effectivement, c'est quelque chose de très ancien. C'était intéressant parce que c'est un légume qui se conserve bien lorsqu'il est fermenté et il ne perd pas ses qualités nutritionnelles. Donc effectivement, dans les climats un petit peu rudes ou pendant les grandes traversées au XVe siècle, le chou fermenté était un complément alimentaire très intéressant. Ça, c'est pour le chou-feuille. Ensuite, concernant les choux à inflorescence, donc chou-fleur, brocoli, romanesco, ce sont des choux qui sont, eux, originaires plutôt d'Asie mineure, donc de la Syrie. On parle de choux de Chypre. Et ce sont les Génois qui les ont diffusés en Europe. Et donc, on les retrouve sous Henri IV, avec Olivier de Serres qui en parle. Et alors, un élément important, c'est que sous Louis XV, donc une de ses maîtresses, la comtesse du Barry, était très friande de choux. Et on a toujours la recette du chou à la du Barry. Petits problèmes intestinaux qui fait que le chou lui était recommandé par ses médecins à charge pour le chef de l'époque de les préparer de manière suffisamment diversifiée pour qu'elle puisse en consommer souvent. Voilà. Attendez, mesdames, juste un instant, pour démarrer la recette, je peux? Allez-y. C'est vrai? Oui. On va cuire le brocoli en séparant la tête de la queue, donc en coupant juste à la base de la tête, en les cuisant à l'anglaise. Cuire à l'anglaise, c'est juste à l'eau bouillante, légèrement salée. Alors, moins vous mettrez d'eau, mieux ce sera. Sinon, tous les bienfaits du légume vont se retrouver dans l'eau de cuisson et ce serait dommage. Donc, on obtient d'un côté la tige
du brocoli bien épluché. Hein. Il faut la débarrasser assez généreusement de la peau qui l'entoure. C'est assez simple, avec un petit couteau, voire même avec un économe, ça part tout seul. Ça, on le met de côté. Cuit, je dis bien cuit al dente, hein, pas trop cuit, il ne faut pas que ça se transforme en soupe. Voilà. Et de l'autre côté, les têtes, qui elles seront cuites entières, hein, comme on cuirait une tête de brocoli, pour ensuite en détailler des tranches assez épaisses, comme celle-ci. Parce qu'on va devoir les poêler à l'huile d'olive après. Mais ça, c'est la deuxième étape de la recette. Voilà. Là, je vais prendre quelqu'un, parce que moi, personnellement, je sais la faire, la sauce qui va accompagner. Il s'agit ni plus ni moins qu'une sauce hollandaise moutardée. Donc, on mettra la moutarde à la fin de la sauce hollandaise. Pour ce faire, j'ai besoin de quelqu'un. Madame, comment ça, non? Alors, non n'existe pas. Voilà, on va commencer tout de suite. Quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Pauline, viens avec moi, Pauline. Pose le sac à main, donne-le à la dame d'à côté. Elle va bien sûr s'empresser de faire le fond. Mon bras, hop, on fait le tour. Donc il s'agit de monter un sabayon. Qu'est-ce que c'est qu'un sabayon? Ce sont les jaunes d'œufs que l'on mélange avec de l'eau. Ça peut être un petit peu de vinaigre. Là, en l'occurrence, ce sera du vin blanc. Très bien, ça, David. C'est la première étape. Très bien. On vous laisse faire cette première étape. Allez-y. Allez, c'est parti. Alors, Véronique, justement, pour repartir sur cette diversité, aujourd'hui, on a du chou blanc, vert, violet, du chou romanesco, du brocoli. Comment expliquez-vous cette diversité, vous qui créez justement ces nouvelles variétés de choux? Donc le chou est une variété une plante qui est extrêmement plastique et effectivement plastique. C'est une plante où on a su exploiter toutes les parties de la plante. Donc on a exploité au cours de la sélection, on a exploité ses feuilles, donc chou cabu, chou de Milan avec des feuilles lisses, frisées, des pommes rondes, Vous avez pointues. travaillé pour sélectionner des critères particuliers sur la forme des feuilles, leur souplesse, leur goût, leur texture. C'est très ancien. Ensuite, l'homme a effectivement travaillé sur la pomme, donc chou-fleur blanc, chou romanesco avec une pomme pyramidale, chou brocoli. L'homme a aussi sélectionné des pommes de chou de couleur, donc orange, violette, verte. On a aussi exploité chez le chou, là on voit des choux de Bruxelles, donc là ce sont des bourgeons qu'on consomme. On peut aussi consommer la base de la tige, donc le chou rave. Donc on voit qu'effectivement le chou, la biodiversité du chou a vraiment été exploitée par l'homme pour développer toutes ces plantes qu'on consomme aujourd'hui. D'accord, alors justement, une autre petite question. Aujourd'hui, la France s'est positionnée comment sur le chou? Est-ce qu'on est leader mondial du chou, de la production de chou, de cette diversité? Alors, concernant les choux en général, on va dire chou-fleur et brocoli, la France est en 3e position. C'est l'Espagne qui domine avec les brocolis. Si on considère que le chou-fleur, la France effectivement est premier producteur de chou-fleur, premier exportateur, donc avec à peu près 20 000 hectares de mémoire. Et c'est la Bretagne qui est un gros producteur de chou-fleur avec à peu près 85% de la production française. C'est lié à son climat parce qu'effectivement on a la bordure nord de la Bretagne avec un climat très tempéré et ça nous permet de produire du chou toute l'année. Et voilà. En effet, aujourd'hui on en trouve toute l'année. Brigitte Danchin, comment fait-on pour tirer le meilleur profit de toutes ces vitamines dans les choux? Alors on essaie de le garder le plus cru possible, parce qu'à chaque fois qu'on cuit ou qu'on met dans l'eau, effectivement, on perd des vitamines, on perd des oligo-éléments. Donc le chou se conserve très très bien dans les frigidaires. Alors dans le frigidaire, si on le laisse trop longtemps, on perd aussi. Donc moi j'ai une petite machine qui met sous vide. Et ça pour le chou, mais pour tout en général, c'est quand même une très très bonne idée. Donc si vous voulez, je peux vous faire une petite démonstration. Faites-nous une petite démonstration. Justement, donc on achète le chou et on le met sous vide pour le conserver dans de meilleures conditions. Donc, alors montrez-nous comment fonctionne cette petite machine. Mais peut-être que... Alors reprenez le micro. Ça va être difficile, je vais essayer avec mes pieds. Là, il va falloir que je... Donc tout simplement, on prend le bon côté du sachet, on introduit l'élément. Là, ce sont des petits choux de Bruxelles. On pose. Je suis obligée de poser mon micro. Allez-y. Donc en fait, il vaut mieux mettre, quel que soit le légume, les conserver sous vide dans le frigo, de manière à conserver toutes les vitamines. Si on conserve sous vide, on retire l'oxygène. Donc toutes les bactéries qui se développent grâce à l'oxygène ne peuvent pas attaquer l'aliment. Donc ça se conserve vraiment plus longtemps. Et si on congèle, ça gagne de la place, vous allez voir. Également, j'imagine.
Là, on a fini le sabayon, donc on a fini de monter les jaunes avec les vins blancs. Regarde la tête que ça a. En effet. Tu vois, c'est un petit peu épais. Tu le vois d'ici? Tiens, regarde. Magnifique. D'accord. Et ça, on va donne pouvoir envie. maintenant ajouter le beurre clarifié. Qu'est-ce que c'est que le beurre clarifié? Le beurre clarifié, c'est du beurre que l'on fait fondre tout doucement, simplement pour séparer les 3-4 éléments qui constituent le beurre. L'eau, le petit lait, la crème et le gras du beurre. Voilà, tout simplement. Et on incorpore, comme si on faisait une mayonnaise avec de l'huile, le beurre à l'intérieur du sabayon pour obtenir la sauce Hollandaise. Voilà, parfait. C'est parti. Continuez. Non. C'est toi qui fais. Alors, Brigitte. Ah oui, en effet, en plus, ça On a prend pas de place. gagné de l'oxygène, de la place, et vraiment, ça conserve beaucoup plus longtemps. Et encore une fois, on garde beaucoup plus les vitamines si l'élément est cru. Alors, il y a une question que nous avons tous en tête. Le chou est réputé comme un légume plutôt difficile à digérer. Avez-vous une astuce justement pour nous éviter ces phénomènes de digestion difficiles? Alors effectivement, les phénomènes de digestion sont dus au soufre qui est contenu dans le chou. Il y a de l'hydrogène sulfuré et c'est du gaz. Donc dans le ventre, vous imaginez ce que ça fait. Donc en société, ça peut être très désagréable, effectivement. Donc la façon de lutter contre ça, c'est de le cuire un petit peu. Donc on va le blanchir, on va bien l'égoutter. Et ensuite, on va le recuire derrière, à la vapeur éventuellement, et le moins possible, puisque c'est la cuisson qui déclenche les hydrogènes sulfurés. Donc si on a choisi de les cuire, il faut vraiment les faire de cette façon-là, et sinon on le mange cru. Et là, on a moins de soucis. On a encore moins de soucis. Alors, est-ce qu'on mange beaucoup de choux en France? On en mange entre 2 et 3 kilos, et c'est pas assez, c'est par personne et par an. Les Belges, nos amis, on mange 10 kilos par personne et par an. Donc on peut vraiment beaucoup mieux faire, puisque, et surtout en hiver, c'est quand même un légume absolument fantastique. Je reviens sur la soupe aux choux, ça existe encore au XXIe siècle, le régime de la soupe aux choux, mais je ne le conseille à personne. C'est quand même un peu... ça manque, c'est carencé. Oui, parce qu'en préparant Voilà. cette émission, j'ai bien compris qu'il fallait diversifier et au contraire, Absolument. ne rien oublier dans notre bol alimentaire. Alors, Véronique, expliquez-nous aujourd'hui ce travail de sélection. Quels sont les critères actuellement travaillés? Est-ce que vous allez éliminer ces phénomènes de soufre, de présence de soufre? Alors, on y travaille parce qu'effectivement, on travaille sur ces molécules. On cherche à diminuer l'odeur à la cuisson du chou parce qu'on pense que c'est un frein à la consommation. Mais en même temps, on sait que ces mêmes molécules ont aussi un intérêt pour la santé. Donc, on a commencé ce travail dans les programmes de sélection et il se poursuit en fonction des résultats que donneront les études anticancéreuses, etc., qui sont en cours. Donc ça, c'est une partie du travail qu'on fait sur le chou. On travaille aussi sur... ce qu'il faut savoir, c'est que le chou, on le trouve toute l'année sur les étals, mais par contre, on a une succession de variétés différentes. Et chaque variété est coupée pendant 2 ou 3 semaines. Donc en fait, au départ, les producteurs cultivaient des variétés de terroir, des populations, et on a homogénéisé ces variétés, et ils utilisent aujourd'hui des hybrides, avec des périodes de coupe plus courtes. Alors, juste les hybrides, ça peut faire un peu peur quand on ne sait pas ce que c'est. Alors, c'est tout simple. C'est lorsqu'on a, par exemple, si je pense à l'homme, on a un couple, on sait que nos enfants, ils se ressemblent, mais ils sont tous différents. Au sein d'une famille, c'est comme ça. Donc, lorsqu'on évolue vers un hybride, on fixe un petit peu les lignées femelles et les lignées mâles pour que les enfants se ressemblent davantage. Et donc, le producteur, il a, avec un hybride, une période de coupe qui est plus courte, et ce qui lui permet... la récolte du chou, c'est manuel. Pour récolter 1 hectare de chou, le producteur, il parcourt 5 km. Ah oui. Donc, s'il le fait 3 fois en 15 jours, c'est mieux que 5 fois ou 10 fois en 1 mois. Donc voilà, donc l'homogénéité des choux est importante. On travaille aussi à l'heure actuelle sur une diminution aux aléas climatiques, parce que le chou, c'est la pomme à maturité, c'est un stade qui est très fugace. Et donc, par exemple, cette année, la veille de Noël, à Saint-Paul-de-Léon, il faisait 18 degrés. Donc, à cette température-là, la pomme de chou se développe très vite et donc elle a une moindre qualité. Elle est moins lourde, moins dense, elle peut présenter des petites feuilles. Et donc, on cherche à travailler sur des pommes, des plantes qui sont moins sensibles aux variations de température. Donc, vous orientez vos croisements, vous
vous recherchez ces caractéristiques dans les plantes parentales et dans les descendants, vous allez observer au champ, sélectionner toutes ces caractéristiques précisément. Oui, on va observer comment les plantes se développent au champ et en conditions contrôlées pour effectivement évaluer, retenir celles qui sont le moins sensibles aux températures les plus élevées et qui ont une croissance régulière pendant l'hiver. Donc aujourd'hui, nos agriculteurs ont le choix d'une palette de diversité variétale importante. On cultive à peu près combien de variétés de choux différents en France ou en Europe ? Je crois qu'il y a 250 variétés de choux d'inscrites au catalogue français et effectivement le producteur peut utiliser un grand nombre de variétés, des variétés anciennes s'il le souhaite, les variétés hybrides d'aujourd'hui et il utilise toute cette diversité en culture. Donc une diversité extrêmement importante. Cette diversité, Brigitte Danchin, dans vos conseils, vous l'utilisez également ? Absolument, et surtout pour les adultes, pour les enfants, c'est vraiment, on a tout. On peut même avoir des bouquets de choux. Hein. Voilà, justement, vous parlez des enfants, mais comment motiver les enfants à manger du chou ? C'est pas évident. Alors il faut être malin, il faut mélanger le chou, mettre des crèmes légères, mettre du fromage. Les variétés colorées vous aident ? Absolument, c'est-à-dire tout ce qui peut intéresser, l'enfant est curieux. Et puis si un jour il refuse de manger une certaine sorte de chou, revenir un mois après avec une autre sorte ou à nouveau le chou parce que les goûts évoluent. Donc ne pas hésiter à transformer le chou sur la table dans toutes les manières possibles. De toutes les manières possibles. Alors justement, je me retourne vers David Martin. Où en êtes-vous ? Alors écoute, pour l'instant, ça brûle normalement. Voilà. Non, C'est rassurant. On en est à poêler les tranches épaisses de tête de brocoli, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu vois, on a cuit la tête du brocoli entière. Vraiment un gros centimètre. Voilà, et surtout al dente. On va pouvoir les retourner légèrement. Alors vas-y, tu les saisis délicatement. Voilà, et tu les retournes. Voilà. Ce qu'on veut, c'est que tout soit bien caramélisé, pas brûlé, juste bruni, caramélisé sur le dessus. Voilà, donc c'est vraiment cuit tout juste. Pour garder les bienfaits de ce légume, il ne faut pas le surcuire. Et on va juste lui donner cette petite couleur à l'huile d'olive avec une petite pointe d'ail juste avant de le déglacer avec le vinaigre balsamique. Voilà où on en est. Alors, Véronique Tremena, est-ce que vous pouvez nous faire rêver ? Expliquez-nous quelle sera la variété de choux du futur, dans 20 ans. À quoi va ressembler nos choux ? L'idéal pour le producteur, c'est un chou qui pousse pendant lorsque les températures sont basses, mais qui ne pousse pas trop vite lorsque les températures sont plus élevées pour réguler la production. C'est aussi un chou. Alors le chou, c'est une plante qui est très rustique. C'est vraiment très peu traité en production. Mais quand vous dites peu traitée, elle résiste naturellement aux attaques d'insectes, de virus. Notamment grâce aux molécules qu'elle contient. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais à l'heure actuelle, on introduit des résistances et effectivement, les variétés du futur et même certaines variétés actuellement n'ont plus de problème de champignons et donc le chou n'est plus traité après plantation au champ. Donc c'est bon pour le producteur, c'est bon pour le consommateur et ça a aussi un intérêt en agriculture biologique parce qu'avec ces variétés, le producteur récolte une pomme de plus gros calibre et donc il la valorise mieux. Donc, alors justement, Brigitte Danchin, est-ce que c'est des questions aujourd'hui des patients que vous rencontrez par rapport à justement cette diversité, cette approche plus de connaître ces caractéristiques naturelles qu'ont les plantes, de résister naturellement pour réduire l'utilisation de produits de protection des plantes ? C'est vrai que de plus en plus, les gens ont envie de manger des bonnes choses. Et donc, plus on ira dans ce sens, et effectivement, plus ce sera intéressant, en sachant qu'il faut manger de saison aussi. Ça, c'est quand même une des premières choses. Donc, c'est bon, c'est de saison, c'est moins cher et c'est formidable. Alors, David, où on en est ? Si, il y a des fibres, mais on cuit la tige. Elle est très intriguée. Hein. On peut goûter la tige, parce que c'est vrai que... Peu par le fait, bien sûr. Donc là, on en est. On finit la cuisson des têtes. Les queues, elles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on les a cuites à l'anglaise, donc à l'eau bouillante légèrement salée, pas trop d'eau encore une fois. Puis là, on va les couper dans le sens de la hauteur pour obtenir. Alors, c'est façon asperge. Donc, je vous laisse imaginer. Il faut à peu près des bûchettes de cette taille-là. Je vais en prendre une pour vous montrer. Voilà, exactement. Vous voyez à quoi ça peut ressembler ? D'accord, voilà, d'accord. Ça, donc on va le poser sur l'assiette. On a hâte de déguster. Voilà, le faire tiédir. On met la sauce par-dessus. Vous allez pouvoir le manger
là, tout de suite. Là, Hein, 3 minutes passons et à la c'est bon. dégustation. Hein, 3 minutes et c'est bon. Alors, justement, Véronique, est-ce que vous travaillez, vous êtes au début de toute cette chaîne, est-ce que vous travaillez avec des chefs, avec des consommateurs? Est-ce que vous faites tester la qualité de vos choux? Alors, effectivement, lorsqu'on lance une nouvelle variété, on a toujours une analyse organoleptique sur la variété pour effectivement connaître si elle présente mais c'est des caractères qui seraient défavorables à sa consommation. Mais à l'heure actuelle, c'est uniquement en fin de cycle, lorsque la variété est créée, qu'on vérifie qu'elle est bien dans le standard de ce qu'on a comme goût. Et voilà. Par contre, on réfléchit à utiliser de plus en plus ces critères au début de la sélection, lorsque l'entonnoir est le plus large possible. Oui, vous partez d'une diversité génétique, on parle de diversité génétique extrêmement large, et vous allez piocher des caractéristiques. Exactement. On commence avec un entonnoir qui est très large et on réduit petit à petit les plantes à mesure qu'on les fixe et qu'on les utilise. Et effectivement, on se rend compte lorsqu'on travaille dans les champs qu'on a des choux, lorsqu'on les goûte crus, certains sont poivrés, d'autres ont plus d'amertume. Et donc ça, on commence à l'utiliser en sélection, mais les tests sur le goût, apprécier le goût de la pomme, c'est vraiment des tests qui sont très lourds. D'accord. Voilà. Alors, David, moi j'aimerais savoir comment est-ce que en tant que chef, l'innovation est toujours possible avec ces choux? Vous arrivez à innover dans vos recettes? Écoute, oui, bien sûr qu'on est obligé d'innover. Ceci dit, le cadre reste toujours le même. Il y a des choses qu'on peut absolument pas faire avec le chou, puis d'autres qui restent encore possibles, bien évidemment. Alors, le plus important, c'est de pouvoir diversifier les recettes de façon à pouvoir les faire déguster. Alors, il y a le sempiternel gratin de chou-fleur. Qui est excellent, voilà, ça marche aussi avec les enfants. Moi, j'adorais ça toute petite. Ah bon, tu arrives à manger ça, toi? Quand tu étais petite, tu arrives à manger le gratin de chou-fleur? J'ai une maman qui est très bonne cuisinière. Ah bon, d'accord, ça a de la chance. Généralement, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, il faut que ça soit ludique. C'est pas tellement d'inventer une nouvelle recette, il faut que ce soit sympa. Voilà. Donc, on évite les trucs un peu pâteux, et un peu colorés. Alors, voilà, justement, est-ce qu'on peut goûter? Alors, justement, là, tu vas pouvoir approcher. On va en donner à tout le monde. Approchez, mesdames. N'ayez pas peur, hein. Donc là, tu vois, tu as ta tête de brocoli avec qui a été poêlée à l'huile d'olive, légèrement aillée, très légèrement. Hein. Du sel, du poivre, du piment d'Espelette. Par-dessus, on va pouvoir poser du parmesan. Un petit peu de parmesan, en fait, qui va fondre simplement avec le contact de la tête de brocoli qui a été chauffée à la poêle, d'accord? Juste caramélisée. Et puis, par-dessus les tiges qui ont été posées à côté, vous les faites réchauffer très légèrement au micro-ondes pour qu'elles tiédissent, un petit peu comme vous le feriez maintenu au chaud pour des asperges. Et puis vous finissez avec la sauce que voici. Magnifique. Alors, je vais poser ça. Merci beaucoup. Alors, bouge pas, je te donne l'assiette. Allez, on termine la recette que nous allons déguster. Waouh, c'est magnifique. Il faut de la couleur, de la texture. Ça sent bon. Là, tu vas prendre un peu de piment d'Espelette. Très bien, je vous laisse déguster. Tu t'en prends un petit peu. Bon. Voilà. Je goûte. Tiens, viens. Prends une assiette, prends une assiette. Prends une assiette, prends une fourchette. Prenez une assiette. Merci, chef. Voilà, Merci, chef. 2 fourchettes. Voilà. Ça va, Merci beaucoup. Merci pour toutes ces explications. Je pense qu'on vous aura donné envie de cuisiner le chou dans toutes ses formes. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission de Semence Mag. Et d'ici là, n'oubliez pas, la semence est au cœur de la vie.